Le 25 décembre 2025, Donald Trump offre un cadeau de Noël meurtrier au monde. Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, il annonce le lancement des frappes aériennes américaines dans le nord du Nigeria. Cette première intervention militaire directe des États-Unis dans le pays est présentée comme une réponse urgente à un génocide de chrétiens. Mais sur le terrain, le récit se fissure. C'est l'histoire d'une opération préparée de longue date qui dit moins sur la sécurité du Nigeria que sur la politique intérieure américaine et une bataille mondiale pour l'influence. Tout commence fin octobre. À bord de l'Air Force One, Donald Trump regarde un reportage de Fox News sur les chrétiens du Nigeria et il est, selon des proches, immédiatement en colère. En quelques heures, il lance une offensive sur les réseaux sociaux accusant des islamistes radicaux d'un massacre de masse et menaçant d'entrer au Nigeria armes au poing. Il ordonne son ministre de la guerre, comme on l'appelle désormais, de se préparer. Sa stratégie, selon une source proche, est du pur act of the deal, c'est-à-dire faire monter la pression pour voir comment le Nigeria réagit. La première étape est formelle. Il replace le Nigeria sur la liste noire américaine des pays particulièrement préoccupants pour la liberté religieuse, une désignation ardemment défendue par la droite chrétienne conservatrice américaine. Abuja rejette immédiatement ce cadre religieux qui ne reflète pas la réalité nationale selon leurs propres termes. Le choc des récits est lancé. Les menaces de Trump ne tombent pas du ciel. Elles sont le point d'orgue d'un lobbying intense de la droite chrétienne américaine. Des figures comme le sénateur Ted Cruz ou l'animateur Bill Maher, vous allez m'excuser si je prononce mal, agitent depuis des mois le spectre d'un génocide chrétien au Nigeria. Pour comprendre pourquoi Donald Trump insiste sur un massacre des chrétiens plutôt que sur l'attaque générale du terrorisme, il faut regarder du côté de son électorat. En 2024, le vote chrétien a été déterminant pour sa victoire. Les évangélistes blancs l'ont soutenu à plus de 80%. Et pour la première fois depuis des décennies, une majorité des catholiques, qui est de 58%, a également voté pour lui. Trump s'est présenté à eux comme le défenseur de leurs valeurs et de leur liberté religieuse face à un parti démocrate perçu comme hostile. Le choix du jour de Noël et le cadrage religieux des frappes ne sont donc pas anodins. C'est un message politique avant d'être un simple communiqué de guerre. Défendre les chrétiens du Nigeria, c'est consolider sa base à la maison. Cette campagne dépasse le cercle politique. Elle trouve un écho auprès de responsables européens d'extrême droite et atteint même les Nations Unies, où une célébrité comme Nicki Minaj remercie publiquement Trump pour son leadership. On écoute. Je tiens à remercier le président Trump pour avoir fait de cette question une priorité et pour avoir fait preuve de leadership sur la scène internationale en appelant à une action urgente pour défendre les chrétiens au Nigeria, lutter contre l'extrémisme et mettre fin à la violence à l'encontre de ceux qui souhaitent simplement exercer leur droit naturel à la liberté de religion et de croyance. Pourtant, sur place, les réactions sont mitigées. Certains chrétiens nigériens voient d'un bon œil cette attention internationale, frustrés par l'inaction de leur gouvernement. Mais d'autres, comme l'évêque Matteo Kuka, mettent en garde, je cite, ce récit importé risque d'attiser les tensions interreligieuses dans un pays déjà fragile. Ce récit s'appuie sur des statistiques alarmantes. Des personnalités comme Ted Cruz ou Bill Maher, pour une fois de plus, vous allez m'excuser si je prononce mal leur nom, citent des chiffres dépassant les 50 000, voire 100 000 chrétiens tués depuis 2009, principalement tirés des rapports d'une ONG nigériane, Inter-Society. Mais un problème de taille se pose. Comme l'a constaté la BBC après une enquête détaillée, ces statistiques sont difficiles à vérifier. En examinant les 70 articles de presse cités par Inter-Society comme source pour l'année 2025, la BBC a noté qu'environ la moitié ne mentionne pas la religion des victimes. Pire encore, l'addition des décès rapportés dans tous ces articles ne donne pas un total de 7 000 annoncé par Inter-Society, mais environ 3 000. L'organisation se défend en invoquant des témoignages non divulgués et des estimations de morts en captivité, mais l'opacité méthodologique demeure. Pour des journalistes de la BBC, cela crée un doute fondamental sur la fiabilité des données qui alimentent le récit d'une persécution systématique. Le récit de la persécution religieuse ciblée se heurte à une réalité nigériane bien plus complexe. Les violences sont multiples et multifactorielles. Dans le nord-est, l'insurrection de Boko Haram et de l'État islamique a fait plus de 40 000 morts depuis 2009. La menace la plus meurtrière se situe dans le Middle Belt, où des affrontements entre éleveurs majoritairement musulmans et agriculteurs souvent chrétiens font rage. Experts et victimes des deux camps s'accordent. Ces conflits sont d'abord liés à l'accès à la terre, à l'eau
et au changement climatique, bien que revêtant une dimension religieuse. Dans le nord-ouest, ce sont des bandits criminels principalement motivés par des rançons qui sèment la terreur. Donald Trump et ses alliés présentent une carte simplifiée d'une guerre de religion. Les Nigérians, eux, vivent une mosaïque de crises sécuritaires où la religion n'est qu'un facteur parmi d'autres, comme le souligne cet extrait du porte-parole nigérien du gouvernement, Daniel Bwala. Il n'y a pas de ciblage d'une religion en particulier, car les preuves et les données montrent que toutes les personnes de toute confession au Nigeria, et même celles qui ne se réclament d'aucune religion, ont été victimes. Même lors des opérations menées dans le nord-ouest du Nigeria, la plupart des victimes étaient musulmanes. Nous savons donc, en tant que pays, qu'il n'y a pas de ciblage des chrétiens, et c'est pourquoi nous affirmons qu'il s'agit d'une lutte contre ceux qui menacent la paix de notre État, indépendamment de leur religion ou de leur origine ethnique. Le 25 décembre, la menace se concrétise. Donald Trump annonce des frappes parfaites contre l'État islamique dans l'État de Sokoto, promettant joyeux Noël aux terroristes morts. Mais plusieurs éléments interrogent. Premièrement, la zone frappée est le nord-ouest, région de gangs criminels et du groupe Lakurawa. Retenez bien ce nom, le groupe Lakurawa. Il va nous servir pour la suite. Et non le nord-est, qui est considéré comme le cœur historique de l'insurrection djihadiste. Des habitants du village de Jabo, où sont tombés les débuts de frappes américaines, expriment leur stupéfaction. Ils disent ne pas avoir subi d'attaques récentes et ignorent la présence de l'État islamique chez eux. Deuxièmement, la communication officielle diverge totalement. Washington parle de vengeance pour les terroristes. Abuja, lui, sort un communiqué soigneusement calibré. Il confirme des frappes de précision menées grâce aux renseignements fournis par le Nigeria. Je répète, il confirme des frappes de précision menées grâce aux renseignements fournis par le Nigeria. Je rappelle que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Donc, il est impossible ici que c'est le Nigeria qui lui donne des renseignements, bien que le Nigeria est sur son territoire. Mais peu importe. Et il précise en disant, dans le cadre d'une coopération structurée contre le groupe terroriste en général. Le ministre Tuga précise même avoir longuement coordonné l'opération par téléphone avec Washington. C'est le Nigeria qui a fourni les renseignements. J'ai eu hier un entretien téléphonique de 19 minutes avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous avons discuté en détail et sommes convenus que je m'entretiendrai avec le président Tinubu pour qu'il donne son feu vert. Je lui ai effectivement parlé. Nous sommes également convenus que les déclarations à la suite de l'opération indiqueraient clairement qu'il s'agissait d'une frappe contre le terrorisme et qu'elle faisait partie des opérations conjointes et de la collaboration en cours entre le Nigeria et les États-Unis. Un démenti cinglant mais poli au récit unilatéral de Trump. Le Nigeria affirme sa souveraineté tout en acceptant l'aide militaire. Cette divergence dans des récits est flagrante quand on regarde le calendrier. Donald Trump frappe le 25 décembre au nom de la protection des chrétiens, mais il ne mentionne pas l'attaque meurtrière survenue à la veille, le 24 décembre, dans une mosquée de l'État de Borno. Le bilan fait état de 5 morts et 35 blessés, un silence qui en dit long sur la grille de lecture utilisée par la Maison Blanche. Les frappes américaines visaient officiellement les groupes liés à l'État islamique. Selon plusieurs analystes de sécurité et médias internationaux, la cible principale aurait été une faction connue localement sous le nom de Lakurawa. L'histoire de ce groupe illustre parfaitement la complexité et l'enracinement de la violence dans la région. À l'origine, Lakurawa n'était pas un groupe terroriste. Dans les années 2016-2017, les chefs traditionnels des zones rurales de Sokoto, comme Goudou et Tanzaga, faisaient face à des attaques incessantes de bandits armés. Se sentant abandonnés par les forces de sécurité de l'État nigérian, ils ont pris une décision désespérée, celle de recruter et payer des bergers armés, souvent venus du Mali voisin, pour protéger leur communauté. À l'époque, la police nigériane les considère même comme inoffensifs, mais rapidement, la donne a changé. Après avoir efficacement chassé les bandits, le groupe a pris son indépendance. Au lieu de partir, il s'est installé, imposant leur propre loi. Il a établi des camps qu'ils appellent Darul Islam, autrement dit la terre de l'islam, le long de la frontière poreuse entre le Nigeria et le Niger. Son objectif est devenu clair, instaurer un califat en imposant sa propre interprétation radicale de la charia. Il taxe les populations, confisque du bétail, recrute des jeunes avec de l'argent et punit violemment ceux qui écoutent de la musique ou ne se conforment pas à ses règles. Pour les habitants, la Lakurawa est devenu plus oppressif et dangereux que les bandits qu'il était censé combattre. Cette évolution pose une question centrale pour comprendre les frappes américaines. Quelle est la réelle connexion de la Lakurawa avec l'État islamique? Les avis des experts et des gouvernements sont nuancés. Le Nigeria a officiellement déclaré la Lakurawa comme organisation terroriste en novembre 2024. Plusieurs sources, dont l'ONU et des instituts de recherche, affirment que le groupe est affilié à la province de l'État islamique au Sahel et
SSP. Cependant, les chercheurs soulignent que son idéologie et ses motivations propres restent encore mal définies et que son lien avec l'État islamique central pourrait être plus tenu qu'affirmé. En somme, frapper la Kouawa, ce n'est pas frapper une armée étrangère classique, c'est s'attaquer à un phénomène hybride né d'un vide sécuritaire local et d'un échec de gouvernance. C'est une milice d'autodéfense devenue oppressante, des bergers transformés en pêcheurs radicaux qui prospèrent dans des régions où l'État est absent. Une cible qui questionne la pertinence d'une intervention militaire ponctuelle face à une crise aussi profondément enracinée. Que reste-t-il de cette nuit de Noël 2025? D'un côté, une coopération présentée comme un succès par Donald Trump, renforçant son image de défenseur des chrétiens auprès de sa base électorale américaine. De l'autre côté, un Nigeria qui a dû manœuvrer en diplomate pour cadrer cette intervention comme une coopération, tout en réaffirmant l'unité nationale. Les questions qu'on peut se poser, les frappes ont-elles affaibli les terroristes? En tout cas, pour l'heure, le bilan reste inconnu. Ont-elles risqué d'attiser la tension interconfessionnelle comme le craignait l'évêque Koka? C'est probable, mais cette crise relève enfin une bataille plus large. Des experts nigérians voient dans l'insistance américaine la marque d'une rivalité stratégique avec la Chine, qui a des intérêts économiques majeurs dans le pays. Pour les États-Unis, il s'agit peut-être de reprendre pied en Afrique de l'Ouest. Les frappes de Noël frappent donc plusieurs portes, celles des terroristes, celles de la politique intérieure américaine et celles de la géopolitique mondiale. Mais sur le terrain nigérian, la solution à la crise sécuritaire, tous le disent, ne sera pas militaire, voire ne sera jamais militaire. Elle passera par la justice, le développement et une gouvernance capable de protéger tous les citoyens.